Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les jours, on fait une review du marché, des indicateurs et des news qui m'ont marqué. Et donc on commence par cette map. Donc comme vous le savez, il y a une demi-heure, le taux d'inflation en Amérique qui est du coup à 5%, donc hier to hier, donc par rapport à l'année dernière. Et on s'attendait à quelque chose autour de 5,2, donc globalement quelque chose de en cohérence avec ce qui était attendu, voire un peu plus bas. Donc théoriquement c'est positif. Au final, on voit pas beaucoup d'activité sur le marché crypto. Donc il y a eu une petite bougie de Bitcoin à ce moment-là. Il est passé de 30 000 à 30 300, puis il redescend. On verra surtout ce que dit en fait le, le suivi en fait de cette révélation-là, qui est à la fin de la journée. C'est les minutes de la Fed. Donc le discours en fait de la Fed sera important. Sinon, on est sur une journée qui est plutôt dans le rouge, mais à mon sens, pas encore assez dans le rouge pour me donner envie d'acheter. On continue avec une news intéressante ici, où un futur potentiel président de la Maison Blanche, concrètement Robert Kennedy Jr., donc ce gars-là, qui est plutôt favorable aux cryptos et qui nous dit que Bitcoin offre une échappatoire pour le public, hein, pour les citoyens américains, à la bulle de dette qui existe dans son pays. Bon, on a aussi une bulle de dette, mais voilà, en gros, on va avoir un potentiel prétendant à la présidentielle qui est plutôt favorable aux cryptos. Donc on le voit ici, il va être plutôt dans le camp des démocrates. Il a annoncé qu'il se présenterait du coup pour la présidentielle de 2024. Et globalement, il critique ce que fait Biden, il trouve qu'il est excessif sur les cryptos, que ce qu'il fait n'est pas tout à fait correct, que de l'autre côté, la Fed a permis la création monétaire en s'associant avec des banques et a permis d'imprimer plus de 10 000 milliards de dollars en 15 ans, ce qui est énorme, ce qui est trop. On parle ici de banksters, donc c'est une association de mots entre banquiers et gangsters, où concrètement, ils se sont rendus extrêmement riches. Bon, c'était un cas particulier, je suis pas là pour débattre de si c'était bien ou pas, ça a eu les conséquences qu'on a connues, ça a permis à certains de s'enrichir, ça a aussi permis à beaucoup de gens d'avoir des crédits à des taux extrêmement bas, donc il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas forcément eu l'accès au logement, au fait de devenir propriétaire, de pouvoir le devenir. Maintenant, il y aura des conséquences pour les années à venir, on le verra. En tout cas, lui, il craint une bulle de la dette et il pense que les cryptos pourraient permettre au public de s'en échapper. À voir comment. En tout cas, il n'hésite pas à nous glisser ici la petite information qui va bien dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que ils veulent développer leur CBDC. En fait, c'est en route et que potentiellement ça passerait par ça. Donc, on nous parle bien évidemment de l'application Fedno, pardon, qui permettra de payer à tout moment. Donc, en fait, comme un service crypto classique. Par contre, on n'a pas encore d'informations sur le coin, sur la monnaie qui sera utilisée. Donc, est-ce que ce sera une crypto existante ou est-ce qu'ils auront leur propre monnaie? Bon, on peut supposer que ce sera plutôt l'option numéro 2, mais voilà, c'était quand même une news qui sera potentiellement favorable aux cryptos. À voir ce qu'il en sera réellement. Au niveau des unlocks de la journée, on n'a pas grand chose ici. Radar, 25%, c'est beaucoup, mais personnellement, je suis pas dessus. On a Sweet Economy, que je ne connais pas, 8%, et Filecoin qui arrive demain avec 1% de sa market cap. Donc bon, c'est quand même pas hyper impactant. On continue avec les levées de fonds. Il y en a eu quelques-unes dernièrement, notamment deux que vous voyez ici. RSSR3 et SEI. Donc on va aller voir les articles qui les concernent. SEI, c'est une layer 1, donc qui vient concurrencer les autres layer 1. Et RSSR3, on va plutôt être dans un token d'information qui va permettre en fait d'agréger des données, des informations pour certains protocoles. Et il y a un petit lien avec ChatGPT. On voit ça tout de suite. Tout d'abord, Sei, donc qui a levé 30 millions. Donc Sei, c'est la layer 1, une nouvelle layer 1, qui va du coup conquérir l'Asie Pacifique, en tout cas qui va lancer son protocole sur ce marché-là. Derrière, on a Jump Crypto, on a Distributed Global, on a Multicoin Capital, etc., etc. La valorisation, a priori, c'est 800 millions de dollars. Ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent devenir du coup le plus rapide pour le trading décentralisé. C'est pas franchement révolutionnaire, hein. On a déjà d'autres blockchains qui proposent ça. Mais bon, pourquoi pas, j'ai vu quelques vidéos dessus il y a quelques temps. Écoutez, ça fait quelque chose de nouveau dans l'écosystème, j'ai envie de vous dire, mais j'ai pas l'impression qu'il révolutionne vraiment la chose. Par contre, il y aura effectivement peut-être un airdrop, et vu que c'est une layer 1, on peut espérer que ce soit un bel airdrop à voir. En tout cas, ils ont levé un peu d'argent, il faudrait aller voir la tokenomics pour voir s'il y a quelque chose destiné à, du coup, la communauté. En fait, on n'a pas plus d'informations ici, à part que globalement, ils nous disent que certaines layer 1 sont déjà obsolètes et qu'il faut quelque chose de mieux, et ils nous le proposent ici.
Bon, honnêtement, en l'état actuel des choses, je n'en sais rien. Numéro 2, c'est ici RSS3 du coup qui a levé 10 millions de dollars. Donc c'est encore via DWF Lab, hein, et c'est vrai qu'ils sont un peu partout en ce moment. Donc c'est un protocole d'information et ils ont levé du coup 10 millions comme on vient de le dire. Ils permettent en fait de faire le pont entre ce qui est technologie blockchain et IA avec association des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Donc ils ont déjà en fait attiré différents investissements, dont Coinbase, dont Dragonfly, donc c'est des noms qu'on commence à voir assez régulièrement en termes d'investissement. Et l'information intéressante, c'est ici, c'est qu'ils sont liés à ChatGPT au sein du Web3, donc ils vont fournir en fait de l'information à ChatGPT, et notamment de l'information qui vient du Web3. Donc voilà, pour nourrir cette application. Donc c'est bien, je pense que effectivement, ça leur fait un gros client qui leur permettra certainement de vivre pendant un certain temps. Donc écoutez, nouvelle intéressante à voir s'ils nous sortent un token pour qu'on puisse en profiter dans les prochains mois, les prochaines années. Au niveau du coup de l'analyse technique, on a ici les volumes. On le voit pour le moment, pas de grosse résistance, que ce soit au-dessus ou en dessous, hein. Je rappelle, sur la partie haute du graphique, ce qui nous intéresse, c'est les zones claires, les zones jaune clair, voire blanches. Il n'y en a pas vraiment dans la zone où on se situe. Anciennement, il y en avait ici jusqu'au 4, par contre, jusqu'au 10 avril, on en avait autour des 30K. Bon, on est toujours à 30K. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, on voit au niveau des achats et de la répartition en fait des volumes d'achat qu'on a vraiment une grosse partie de la population crypto qui est en train d'acheter globalement. On est sur de l'achat, les baleines sont à l'achat, vous voyez c'est en marron, mais les autres portefeuilles aussi, les seuls qui n'achètent pas trop, c'est les plus petits en fait, les planctons. Entre 100 et 1K, les petits portefeuilles n'achètent pas de Bitcoin en ce moment, le reste est plutôt en train d'acheter. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Honnêtement, je ne sais pas, je suis assez dubitatif vis-à-vis du marché. Je vous propose ici d'autres informations, notamment au niveau des inflows des exchanges. Donc les inflows, c'est quoi? C'est la quantité de liquidité, donc là on parle que pour le Bitcoin, qui arrive sur les échanges, donc sur les différents échangeurs, que ce soit Binance, Bitget, Coinbase, etc., etc. Donc on est sur le site Chain Analysis, je ne sais pas exactement quel est leur échantillon, ils n'ont pas forcément tous les échangeurs, mais on voit qu'ici on a quand même 2 milliards qui sont arrivés dans la journée du 11 avril, donc dans la journée d'hier, ce qui est quand même important. Comment ça peut s'interpréter? Eh bien, imaginons que vous êtes une web, vous avez beaucoup de tokens, et Bitcoin a atteint un cours auquel vous pouvez revendre vos tokens en étant en positif. Vous vous rappelez, on a parlé de ça hier, notamment MicroStrategy, qui a un cours d'acquisition qui est autour de 29 000 et demi, je crois. Et bien là, ils sont en positif. Il est possible que vous ayez besoin de liquidité, il est possible que vous ayez envie de prendre des profits, il est possible que vous en ayez marre, vous n'ayez pas envie d'attendre, et que tout simplement, vous souhaitiez vendre vos tokens. Il est plus que probable que du coup, vous deviez passer par un échangeur pour le faire. Donc vous envoyez des cryptos sur les échangeurs et ça crée des inflows. C'est ça qu'on peut observer ici. Alors bien évidemment, il y a d'autres interprétations, peut-être juste des gens qui ont envie d'échanger leurs tokens, de passer de BTC à autre chose, etc., etc. Ou tout simplement qui ont envie de se mettre sur des positions particulières. Mais le plus probable, c'est quand même qu'il y ait des gens qui ont des tokens stockés sur leur ledger, qui ont vu le prix du BTC bump et se dire, ça fait un an qu'on n'a pas vu le BTC à 30 000 dollars, je vais peut-être alléger un peu ma position. Voilà, ça c'est une interprétation assez probable, bien que pas complètement certaine. Ici, on va avoir du coup ce qu'ils appellent le change in BTC held. Donc en fait, held, ça vient avec hold, hein, c'est tout ce qui est en fait gardé. Donc c'est du coup les tokens qui sont hold sur les échangeurs. Et c'est aussi mesuré en faisant la différence entre les inflows et les outflows, c'est-à-dire les entrées et les sorties. Et là par contre, on voit que l'impact a été beaucoup plus lisse que sur la partie juste des inflows. Donc on est sur quelque chose de relativement moins impactant que ce à quoi on pourrait s'attendre. Vous voyez, au final, on est au niveau du 5 avril. C'est pas non plus choquant. Et on le voit d'ailleurs sur le prix du BTC, vous l'avez ici. Oui, il y a eu un pump. Le 10 avril, d'ailleurs, ce n'était pas le 11, en fait, la journée du 11. Au final, il n'y a pas eu grand-chose. Alors c'est normal que ce soit à rebours. Les Wallen, les gens vont vendre après que le prix est pump, ils vont pas vendre avant, ça paraît logique. Donc on va observer ces graphiques-là dans les prochains jours, les prochaines semaines, de façon quotidienne, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, pour essayer de sentir un retournement de tendance. Je vous propose ce tweet du coup, dont je ne connais pas la personne qui l'a rédigé, mais peu importe, qui nous dit la liquidité de Bitcoin va vers les alts, alors il y aura potentiellement une altcoin season. Effectivement, ça on le savait déjà, c'est ce qu'on attend. Et il nous dit, pour avoir une altcoin season, si on se base sur ce qui s'est passé précédemment, il faut d'abord attendre que le BTC se stabilise, qu'il range et qu'enfin
la liquidité aille vers les alts. Et il nous propose ce graphique qui est en somme, pourquoi pas, intéressant. Alors je trouve que l'échelle de temps, elle par contre, n'est pas très intéressante. Lui, il fait vraiment ça dans des échelles de temps très courtes. Vous voyez, on est sur 3 mois, à peine 4 en fait. Vous voyez, donc en vrai, il estime qu'entre janvier et février, il y a eu une Bitcoin season, que ça a ensuite stabilisé, donc que c'était une altcoin season entre février et mars. Et là, en fait, on est à nouveau dans une Bitcoin season selon lui. Donc c'est un graphique que je vous partage parce que je ne l'avais pas vu avant. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais par contre, l'échelle de temps sur laquelle est étudié l'ensemble de ce qu'il propose me semble assez peu cohérent. Mais du coup, lui, il estime qu'il faudrait qu'on ait d'abord quelque chose qui se calme. Et là, on voit que pour le moment, BTC devient de plus en plus gros. Ça, je suis d'accord avec lui. On le voit ici, hein, sur ce graphique-là. Et c'est d'ailleurs ça qui, je me permets du coup d'utiliser son tweet pour faire une transition. Pour le moment, la Bitcoin dominance est à son plus haut depuis bien longtemps. Parce que vous le voyez, on a touché en fait la zone des 49%. Et ça remonte, je vais repasser en vue semaine pour qu'on ait. La dernière fois qu'on est arrivé, c'était en mai 2021. Donc c'était il y a vraiment longtemps. Ça fait presque 2 ans qu'on n'avait pas touché en fait cette zone-là. On ne sait pas si ça va continuer ou pas. J'ai envie de dire, on verra bien. Mais pour le moment, ça ne se calme pas. Donc pour le moment, on n'est pas dans une situation où les altcoins prennent le dessus. Pour le moment, on est toujours sur une Bitcoin dominance et on ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Peut-être qu'elle ira à 50%, peut-être plus haut, ou peut-être pas. On verra bien. Au niveau de ETH sur BTC, donc on est toujours sur, une baisse, hein, et ça c'est logique, pas de souci avec ça. Donc oui, là ça nous fait une petite bougie verte, mais c'est la vue en daily, donc il n'y a vraiment pas grand-chose à interpréter ici pour le moment. Il faudra voir où ça clôturera. Et BTC, lui, pour le moment, est en train de stabiliser. C'est-à-dire que concrètement, il nous fait pas grand-chose pour la journée d'aujourd'hui, malgré le CPI. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour la journée d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain.